Vous connaissez ce sentiment que l'amour doit être constamment mérité? Non pas reçu comme un don, mais gagné par des actions correctes, par votre disponibilité, par le fait d'être commode pour les autres? Vous êtes simplement fatigué de tout ça? Cette paralysie, ce n'est ni votre faute ni une faiblesse de caractère. C'est l'œuvre d'une force puissante, mais invisible dans votre psyché. Et Carl Jung fut le premier à donner un nom à cette force et à en déchiffrer les lois, montrant pourquoi elle vous tient prisonnier. Au cours de l'heure qui vient, nous n'allons pas seulement analyser ce problème. Nous allons décoder cette loi cachée. Vous comprendrez pourquoi vous êtes tombé dans ce piège. Vous découvrirez quelle grande tâche votre âme vous confie en réalité à travers cette douleur. Et surtout, vous verrez la voie pour devenir non pas bon, mais entier. Si vous êtes prêt à cesser de mériter l'amour et à vous le rendre, notre voyage intérieur commence. Maintenant. Arrêtons-nous un instant. Faisons un soupir et parlons-en vraiment. Parlons de ce que c'est vivre avec un radar intérieur constamment allumé, un localisateur hypersensible qui scanne 24h24, l'espace autour de vous à la recherche des attentes d'autrui, de leurs humeurs et de leurs besoins inexprimés. Le moindre changement de ton, l'ombre à peine perceptible sur le visage de votre interlocuteur, votre radar capte tout et envoie aussitôt au cerveau un signal d'alarme. Quelque chose ne va pas. Il faut le corriger. Il faut faire mieux. C'est un bourdonnement discret et constant d'anxiété sous la surface de chacun de vos choix. Quelle chemise mettre pour ne gêner personne? Quels mots utiliser dans un email pour ne pas paraître brusque? Faut-il accepter une demande qui vous ôtera vos dernières forces, juste pour éviter une tension gênante? Vous êtes un excellent élève émotionnel qui passe toute sa vie à rédiger une copie pour la note maximale, sans jamais savoir quelle matière il passe, ni qui mettra la note. Vous êtes l'architecte du bonheur des autres. Vous érigez pour vos proches de magnifiques palais de confort, de soutien et de disponibilité, mais vous vivez vous-même dans la maison inachevée et froide de votre propre âme. Vous êtes un débiteur éternel à la banque des attentes d'autrui, où chaque acte de gentillesse n'est pas un cadeau, mais un nouveau versement sur un crédit impossible à rembourser. Et voici le principal, le plus cruel paradoxe de cet état. Plus vous faites pour les autres, plus votre rôle est irréprochable. Plus vous vous sentez invisible et seul. Entre vous et le monde s'élève une paroi de verre invisible. Les applaudissements retentissent, mais ils sont derrière le verre, et vous restez seul avec le silence. Et pendant que vous écoutez ceci, une part de vous acquiesce peut-être. Mais il y en a une autre qui chuchote ces mots habituels, venimeux de honte. Quelque chose ne va pas chez moi. Je suis le seul. C'est précisément à cette seconde part que je veux m'adresser maintenant. Et je veux qu'elle m'entende très distinctement. Vous n'êtes pas seul. Cet état n'est pas le signe de votre mauvais fonctionnement, ni d'un défaut intérieur. Au contraire, c'est le résultat direct, quoique tragique, de votre profonde sensibilité et d'un immense désir d'aimer et d'être aimé, mais mal orienté. Ce n'est pas une maladie, mais une santé déformée. Croyez-moi, à cette seconde même, des millions des plus bons, des plus responsables et des plus talentueux sur la planète se trouvent dans la même cage invisible. Ce sont les meilleurs employés qui ne disent jamais « non ». Ce sont les amis les plus fidèles, toujours prêts à aider, s'oubliant eux-mêmes. Ce sont les parents les plus attentionnés, qui se donnent tout entier sans reste. Eux, comme vous, portent ce fardeau invisible. Alors permettez-moi un instant d'être pour vous la voix qui vous a peut-être tant manqué. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas faible. Vous êtes celui qui a trop longtemps essayé de réchauffer les autres en grelottant lui-même. Votre immense énergie d'amour coulait simplement dans la mauvaise direction, nourrissant les autres tout en vous laissant en sécheresse. Parce que ce n'est pas une faiblesse, mais une force déformée, nous pouvons nous autoriser à poser une question très audacieuse, presque hérétique. Et si je vous disais que ce besoin exténuant d'être bon, cette quête éternelle d'approbation, n'est pas votre principal défaut, mais votre plus grande force, tragiquement déformée? Et si cette faim intérieure n'était pas une malédiction, mais un appel? Et si toute cette douleur n'était pas un bug de votre système, mais sa fonction la plus importante, qui tente désespérément d'attirer votre attention? Comme un voyant sur le tableau de bord, elle n'est pas le problème en soi. Elle indique seulement que le véritable moteur de votre vie ne fonctionne pas comme il devrait. C'est un appel venu des profondeurs de votre psyché.
Un appel à revenir à la maison. Un appel au voyage le plus important et le plus difficile de votre vie, le voyage vers votre intégrité, vers ce véritable moi qui a été enterré sous les décombres des attentes d'autrui et de votre propre peur d'être rejeté. Alors la question principale change. Elle ne sonne plus comme « Comment me débarrasser de cette douleur ?» mais « Que cherche à me dire cette douleur ?» La réponse à cette question est profonde. Et pour comprendre comment cette force a été déformée et comment lui rendre sa forme véritable, originelle, nous ne pouvons pas passer directement aux solutions. Ce serait comme construire une nouvelle maison sur des fondations pourries. C'est pourquoi, avant de parler du « comment », nous devons, sans complaisance mais avec la plus grande compassion, disséquer le pourquoi. Nous devons voir de quelle tige exactement est faite cette cage invisible dans laquelle vous vivez. Nous devons en comprendre la structure, la logique, la mécanique impitoyable. Cela nous demandera le courage d'appeler les choses par leur nom et de rejeter les diagnostics habituels mais superficiels qui, jusqu'ici, ne faisaient là que vous égarer. Nous devons voir ce piège dans toute sa précision d'ingénierie pour comprendre comment le désactiver. Ainsi, notre immersion empathique est terminée. Commence le travail chirurgical. Nous passons à la déconstruction du problème. Et la première incision que nous devons faire dans ce travail chirurgical, c'est de séparer ce que ce problème semble être de ce qu'il est réellement. Vous avez probablement essayé pendant des années de donner un nom à votre état. Vous avez lu des articles, regardé des vidéos, essayé des dizaines d'étiquettes. Peut-être avez-vous décidé que vous aviez simplement une faible estime de soi, ou un perfectionnisme toxique, ou vous vous êtes reconnu dans la codépendance. Vous l'avez peut-être même appelé avec une ironie amère le « syndrome du premier de la classe » ou le « syndrome de la gentille fille et du gentil garçon ». Vous avez passé en revue ces diagnostics comme des clés pour une serrure, mais aucune n'a ouvert la porte de la vraie liberté. Et soyons parfaitement honnêtes, ces mots ne sont pas des mensonges. Vous souffrez réellement d'un manque de confiance en vous. Vous vous épuisez vraiment par le perfectionnisme. Les schémas de votre comportement peuvent effectivement ressembler à de la codépendance. Mais voici l'erreur fondamentale qui vous a maintenu dans l'impasse. Tout cela ne sont que des symptômes. Imaginez que vous alliez chez le médecin avec une grave infection virale. Vous avez 3 symptômes évidents. Forte fièvre, tout pénible et grande faiblesse. Maintenant, imaginez que le médecin vous regarde et pose 3 diagnostics différents. Maladie de la forte fièvre, syndrome de la toux et trouble de la faiblesse. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Vous comprenez intuitivement que ces 3 symptômes sont les manifestations d'une seule et même cause, un virus qui agit au plus profond de votre organisme. Il en va de même ici. La faible estime de soi, c'est votre température psychologique. Le perfectionnisme, c'est votre toux déchirante. La codépendance, c'est votre faiblesse de l'âme. Vous avez tenté de traiter une infection profonde de l'âme avec des pansements de diagnostic populaires. C'est pourquoi toutes vos tentatives de simplement augmenter l'estime de soi ou de cesser d'être perfectionniste ont échoué. Vous faisiez baisser la fièvre, mais le virus continuait à vivre et à la faire remonter encore et encore. Alors quel est ce virus? Quel est son véritable nom, caché derrière la multitude des symptômes? Donnons-lui une appellation précise, clinique. La faim émotionnelle chronique. Ce n'est pas une métaphore. C'est la description d'un état fondamental de votre psyché. Au cœur de votre âme béante se trouve un vide qui réclame d'être nourri. Ce n'est pas une faim de nourriture, d'argent ou de statut. C'est la faim originelle, infantile, de la sensation d'acceptation inconditionnelle. La faim de ce regard qui dit « Tu as de la valeur non pas pour ce que tu fais, mais simplement parce que tu es ». La faim de cette chaleur qu'il n'est pas nécessaire de mériter. Et toute votre vie, toutes vos stratégies de comportement, que vous avez prises à tort pour des traits de caractère, ne sont en réalité que des façons désespérées et déformées d'apaiser cette faim. Votre perfectionnisme, ce n'est pas une aspiration à la perfection. C'est la tentative de préparer un plat si parfait, si irréprochable, que celui de qui vous attendez l'amour finisse enfin par dire « Là, tu es digne que je te nourrisse ». Votre complaisance, ce n'est pas une bonté innée, c'est la stratégie d'une personne mourant de faim qui est prête à manger n'importe quelle miette, même les plus humiliantes, tombées de la table d'autrui
pour obtenir ne serait-ce qu'une goutte de nutriments d'approbation. Votre workaholisme, ce n'est pas une passion pour le travail, c'est une tentative exténuante de gagner assez d'argent pour acheter de la nourriture sous forme de reconnaissance et de statut, dans l'espoir secret que cela apportera enfin la satiété. Chaque succès, chaque compliment, chaque merci est un minuscule morceau de nourriture, presque impalpable. Il atténue un instant l'accès aigu de faim, mais ne rassasie pas, car l'âme, comme le corps, ne peut se nourrir d'illusions. Vous essayez d'apaiser la faim d'amour avec une nourriture faite d'approbation, mais ce sont des substances différentes. C'est pourquoi la faim ne disparaît pas. Elle devient seulement plus sourde et plus exigeante, vous obligeant à cuisiner des plats encore plus raffinés, à ramasser des miettes encore plus petites et à gagner encore plus d'argent pour une nourriture qui ne vous rassasiera jamais. Parce que vous cherchez la source au mauvais endroit. Peut-être que ce concept de faim émotionnelle vous paraît abstrait. Rendons-le parfaitement concret. Faisons une petite expérience, mais extrêmement importante, ici et maintenant. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose qui peut sembler inhabituel pour une vidéo YouTube. Je veux que, pour un moment, vous deveniez chercheur actif plutôt que spectateur passif. Mettez cette vidéo sur pause. Je ne plaisante pas. Faites-le. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, afin de ressentir, et pas seulement de comprendre. À présent, dans le silence, fermez les yeux si c'est plus confortable et revenez honnêtement à un moment précis. Rappelez-vous une situation récente où vous avez reçu des éloges, de la reconnaissance ou de l'approbation pour lesquels vous vous étiez tant donné. Peut-être un projet mené à bien au travail, un compliment de votre partenaire sur votre apparence ou la gratitude d'un ami pour laquelle vous avez sacrifié votre temps et vos forces. Saisissez ce souvenir et demandez-vous maintenant la question principale. Qu'avez-vous ressenti exactement à la seconde où vous avez entendu ces mots? Était-ce une vraie joie, profonde et tranquille? Un sentiment de paix intérieure et de chaleur qui vous a rempli et est resté avec vous pendant plusieurs heures, voire des jours? La sensation « je vais bien, je suis suffisant » ou était-ce autre chose? Une poussée brève, presque fiévreuse de soulagement? Une pensée fugace « Dieu merci, ça a marché, j'ai réussi, ils sont contents ». Un soulagement suivi presque aussitôt, en quelques minutes ou heures, d'une nouvelle, discrète inquiétude. Vais-je pouvoir tenir ce niveau? Que dois-je faire ensuite pour le mériter à nouveau? Soyez d'une honnêteté absolue avec vous-même. Si vous avez ressenti la seconde option, cette brève poussée de soulagement avec un arrière-goût d'anxiété, alors vous venez de diagnostiquer par vous-même une faim émotionnelle chronique. C'est là le symptôme principal. C'est la différence entre une vraie satiété et l'apaisement temporaire des symptômes de la faim. La joie véritable, c'est une nourriture saine et nourrissante. Le soulagement mêlé d'inquiétude, c'est une cuillère de sucre sur un estomac vide. Elle donne un pic d'énergie instantané, suivi inévitablement d'un creux encore plus profond et du désir désespéré d'obtenir la prochaine dose. Ce sentiment, ce spectre fugace de satisfaction suivi d'une ombre d'anxiété, est la clé. Ce n'est pas seulement une émotion. C'est un écho issu des couches les plus précoces et les plus profondes de votre psyché. Et pour comprendre quelle porte ouvre cette clé, nous devons nous tourner vers l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, vers l'homme qui a osé descendre dans les caves les plus sombres et oubliées de notre monde intérieur pour en dresser la carte. Son nom, Carl Gustav Jung. Jung n'était pas seulement psychologue, il était archéologue de l'âme. Il enseignait que nous portons en nous non seulement notre histoire personnelle et biographique, mais toute l'histoire de l'humanité, codée sous forme d'images et d'énergie universelle, qu'il appelait archétypes. Et si Jung regardait votre faim émotionnelle chronique, il n'y verrait pas un échec personnel ni une faible estime de soi. Il y verrait l'action de l'une des forces les plus puissantes et fondamentales de la psyché humaine, l'archétype de la Grande Mère. Permettez d'expliquer. Jung pensait que chacun de nous, indépendamment du sexe, porte en lui un besoin inné et instinctif du maternel. C'est le besoin d'acceptation inconditionnelle, de sécurité, de nutrition, physique et émotionnelle. Cet archétype nous promet le paradis, mais notre expérience réelle avec notre mère réelle, ou la personne qui en a tenu le rôle,
remplit cet archétype universel d'un contenu personnel. Ainsi se forme ce que Jung appelait le complexe maternel, notre image intérieure et personnelle de la mère, qui devient le filtre à travers lequel nous regardons le monde et nous-mêmes. Et c'est ici, à ce point, que se trouve la source de votre faim. Pour vous, cette image intérieure de la mère, cette source unique de nourriture, s'est révélée, asséchée, ou pire encore, empoisonnée. Au lieu d'être une corne d'abondance offrant un amour inconditionnel, elle est devenue une distributrice avare, qui délivre la nourriture seulement si certaines conditions sont remplies. Elle est devenue la voix qui ne dit pas « tu es aimé », mais « tu seras aimé », est-ce que ben. Et toute votre vie s'est transformée en une tentative désespérée et sans fin de remplir ce « si ». Alors, quelle est cette force puissante et originelle? Pour la comprendre, nous devons sortir du cadre de la psychologie habituelle et entrer dans l'espace du mythe. Servons-nous d'une métaphore puissante. Imaginez qu'au centre même de votre âme, dans la salle du trône de votre psyché, se trouve un trône. Ce n'est pas un simple meuble. C'est un centre énergétique responsable de votre sentiment fondamental de sécurité, de valeur et d'appartenance au monde. Ce trône ne peut rester vide. Il doit être occupé. Et deux forces éternelles et opposées prétendent à ce siège. Deux visages d'un même archétype de la Grande Mère. Le premier visage, c'est la Bonne Mère. C'est l'archétype de l'acceptation inconditionnelle. Elle est le jardin paradisiaque où l'on peut être soi-même sans crainte. Elle est la source de chaleur nourrissante qui dit « Tu es aimé parce que tu es. Ton existence est déjà une raison suffisante pour mon amour. » Sa présence sur le trône donne à l'âme une paix profonde, le sentiment de sa justesse originelle et le droit d'être dans ce monde. C'est le lait de la vie qui rassasie pour toujours. Le second visage, c'est la mère terrible. C'est l'archétype du rejet et de l'amour conditionnel. Elle est le désert glacé où il faut constamment bouger pour ne pas mourir de froid. Elle est la gueule dévorante qui engloutit l'individualité de son enfant, exigeant de lui une conformité totale à ses attentes. Son instrument principal, le froid, son arme principale, la honte. Dans un monde idéal, dans l'âme de l'enfant qui reçoit assez de chaleur et d'acceptation, c'est la bonne mère qui monte sur ce trône intérieur. Mais si l'enfant grandit dans une atmosphère de froid émotionnel, de critique, de perfectionnisme ou de rejet, alors c'est le pôle négatif et sombre de l'archétype qui reçoit toute l'énergie. Il s'active, se nourrit de l'expérience réelle et usurpe le pouvoir. C'est exactement ce qui s'est produit dans votre âme. Sur votre trône intérieur ne siège pas la bonne mère, mais la reine de glace. Et comme tout souverain, elle établit, dans son pays, c'est-à-dire dans votre âme, ses lois. Et sa loi principale, intangible, est gravée sur le dossier de son trône. Elle dit « Je t'aimerai, et si tu es parfait, si tu es commode, si tu ne te mets jamais en colère, si tu es utile aux autres, si tes réalisations sont assez éclatantes pour couvrir de bruit mon froid intérieur, et toute votre vie, tout votre syndrome de la bonne personne, n'est pas un trait de caractère. C'est un régime politique instauré dans votre âme par la reine de glace. Votre anxiété, c'est l'atmosphère de son royaume. Votre perfectionnisme, c'est la tentative désespérée de remplir ses lois irréalisables. Votre complaisance, c'est le comportement d'un sujet qui craint de tomber en disgrâce et d'être banni dans le pergélisol éternel du rejet. Et son chuchotement, « Tu n'es pas suffisant », devient la musique de fond de votre vie. Pour voir à quel point cette reine de glace règne de façon impitoyable et imperceptible, examinons une histoire, celle d'une personne que nous appellerons James. James est un architecte brillant. Ses projets sont publiés dans des magazines glossy, il reçoit des prix prestigieux, ses clients sont des personnes aisées et respectées. De l'extérieur, sa vie semble être l'incarnation du succès. Il crée beauté, ordre et harmonie. Il construit pour les gens des maisons idéales. Mais James lui-même vit dans un état de désespoir silencieux et inexplicable. Pour le comprendre, il faut revenir à son enfance. La mère de James n'était ni méchante ni cruelle. Elle était exigeante et émotionnellement retenue. Elle aimait sincèrement son fils, mais son langage d'amour était celui des réalisations. Quand le petit James ramenait un carnet rempli de bonnes notes, elle souriait de ce sourire approbateur rare, qui valait plus que tout au monde pour lui. Elle disait « Bravo, je savais que tu pouvais y arriver.
Mais lorsqu'il rentrait bouleversé après une dispute avec un ami, elle disait « Ne t'effondre pas, les hommes ne pleurent pas, va plutôt faire tes devoirs ». Elle lui a appris tout, sauf une chose, comment être quand on n'est pas parfait. Son amour n'était pas un cadeau, mais une récompense. Et dans l'âme du petit James, la reine de glace monta sur le trône. Sa loi était simple, tu seras aimé si tu es le meilleur. Et James devint le meilleur. Il sortit du lycée avec mention, puis de l'université. Il choisit une profession où l'on peut créer des structures impeccables, parfaites. Chacun de ses plans, chaque ligne, chaque maison construite par lui était une tentative inconsciente de présenter à sa reine de glace intérieure une preuve irréfutable de sa valeur. Chacun de ses projets était en essence une lettre à sa mère, une lettre qu'elle ne lirait jamais. Le voici qui se tient à l'inauguration de son nouveau chef-d'œuvre, un magnifique manoir minimaliste au bord de l'océan. Autour de lui, des invités boivent du champagne, admirent son talent. Le client lui serre la main et dit « James, c'est génial, vous avez dépassé toutes les attentes. » Et James ressent cette même bouffée familière de soulagement. Une seconde, la voix de la reine de glace se tait. Mais déjà sur la route du retour, dans la voiture, son murmure revient. Pas mal, mais le prochain projet doit être encore meilleur. Pas de relâchement. Il rentre chez lui où l'attend sa femme aimante qui lui dit « Je suis si fier de toi ». Mais il ne peut y croire. Il regarde ses yeux et cherche inconsciemment dans leur reflet ce regard maternel, total d'acceptation qu'il n'a jamais reçu. Il attend qu'elle lui dise non pas « Je suis fier de ce que tu as fait », mais « Je t'aime pour qui tu es ». Mais il ne peut pas entendre ces mots parce que le chuchotement assourdissant de la reine de glace en lui est beaucoup plus fort. James, l'architecte qui construit des maisons pour tous, mais qui reste sans domicile dans son âme. Il vit dans le palais glacé de son perfectionnisme, où siège sur le trône sa juge éternelle, et jamais il ne pourra faire assez pour faire fondre son cœur. James n'est pas seulement un personnage fictif, c'est un archétype. C'est cette part de vous qui, jusqu'à présent, regarde le monde avec les yeux de l'enfant, qui cherche désespérément dans les yeux de sa mère le reflet de sa valeur. Un enfant qui a trop tôt appris une leçon cruelle. L'amour doit s'acheter. Peut-être que vous ne construisez pas des bâtiments, mais vous construisez. Oh, comme vous construisez. Vos magnifiques bahamiques bâtiments, c'est votre travail irréprochable, réalisé dans les temps, même si pour cela, il a fallu passer la nuit sans dormir. Vos plans parfaits, ce sont vos réponses minutieusement réfléchies, votre capacité à anticiper les désirs des autres, votre disponibilité permanente à aider, même quand vous n'avez plus de force. Votre prix prestigieux, c'est l'éloge du supérieur, la gratitude d'un ami, un like sur les réseaux, un compliment sur votre apparence. Vous êtes devenu maître dans l'art de bâtir des façades idéales derrière lesquelles se cache un enfant affamé. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les compliments ne vous apportent pas une vraie joie. Pourquoi, après chaque compliment, demeure un arrière-goût amer. Parce qu'au moment où quelqu'un vous dit « Bravo », vous ne l'entendez pas avec vos propres oreilles. Vous l'entendez avec celle de cet enfant intérieur qui apporte aussitôt cet éloge devant le tribunal de sa reine de glace. Et chaque fois que vous lui présentez votre trophée, elle le regarde de son regard froid, évaluateur, et prononce la même phrase. Pas mal, mais tu aurais pu faire mieux. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous approprier vos succès. Voilà pourquoi vous vivez avec un syndrome de l'imposteur permanent. Car pour la reine de glace, tout succès n'est pas un motif d'amour, mais seulement l'exécution temporaire de ses conditions. Ce n'est pas un 2020 qui confirme votre valeur, mais seulement un 1720 avec félicitations qui vous sauve de la punition. Ce mécanisme intérieur vous force à dévaluer sans cesse ce que vous avez déjà accompli et à relever immédiatement la barre. Oui, j'ai bouclé ce projet, mais le prochain sera 2 fois plus difficile. Oui, j'ai aidé cette personne, mais maintenant je dois aider tout le monde. Oui, j'ai obtenu ce poste, mais pour le garder, je dois travailler 3 fois plus. C'est un système impitoyable et auto-entretenu. La reine de glace établit la loi. Vous l'exécutez. Elle dit que ce n'est pas suffisant. Vous vous efforcez davantage. Et ainsi de suite à l'infini. C'est une prison parfaite, parce que le geôlier et le prisonnier, c'est vous. Voir ce schéma intérieur,
C'est le premier pas, le plus difficile. Le deuxième, tout aussi important, est d'identifier son principal acteur sur la scène de votre vie d'aujourd'hui. Car la Reine de Glace règne rarement seule. Elle sait projeter génialement son pouvoir sur des figures et des institutions extérieures. Et c'est pourquoi je veux maintenant vous poser une deuxième question, encore plus concrète et peut-être plus douloureuse. Je vous demande encore une fois d'être d'une honnêteté absolue avec vous-même. Qui ou quoi, dans votre vie aujourd'hui, joue le rôle de cette Reine de Glace? Sur quel trône portez-vous vos accomplissements? Comme un tribut, de qui cherchez-vous l'approbation avec la même détresse enfantine que James cherchait celle de sa mère? Est-ce votre supérieur, dont l'éloge avare devient pour vous l'unique mesure de votre valeur professionnelle? Et vous êtes prêt à vous user jusqu'à l'os pour mériter son « pas mal éphémère » ? Est-ce votre partenaire, dans le regard duquel vous cherchez constamment la confirmation que vous êtes suffisamment bien, suffisamment beau belle, suffisamment intéressante? Et vous redoutez panique tout conflit, car il se ressent comme une menace d'exil du royaume de son amour? Ou bien est-ce cette figure anonyme, mais toute puissante, de l'opinion publique? Et vous bâtissez votre vie, choisissez votre profession, vos vêtements, même vos hobbies, en jetant constamment un œil à ce tribunal invisible qui décide si vous vivez correctement. Ou, et c'est la question la plus importante, peut-être la Reine de Glace n'a-t-elle plus besoin d'émissaires extérieurs depuis longtemps? Peut-être que sa voix a pénétré si profondément votre âme qu'elle est devenue la vôtre. Et maintenant, ce rôle est joué par votre critique intérieure, un juge impitoyable qui siège sur le trône 24h24 et vous assène des verdicts de culpabilité pour la moindre erreur. Vous avez grandi, mais la salle d'audience de votre âme est restée la même. C'est une question profondément personnelle, et je ne vous demande pas d'en partager les détails. Mais la force de la prise de conscience se démultiplie quand on la partage. Quand nous voyons que notre honte la plus secrète est une expérience commune. C'est pourquoi si cette image résonne en vous, si en m'écoutant, vous avez soudain vu distinctement le visage de votre juge, qu'il soit extérieur ou intérieur, je vous invite à faire une chose simple. Écrivez simplement en commentaire sous cette vidéo 3 mots. J'ai vu mon juge. Pas de nom, pas d'histoire. Juste ce témoignage discret. Pour que, en parcourant les commentaires, vous voyez des centaines, voire des milliers de témoignages similaires. Pour que vous et les autres compreniez. Vous n'êtes pas seul dans cette salle d'audience. Nous sommes une communauté entière ici. Et cette prise de conscience, c'est le début de notre chemin commun vers la libération. Le réaliser peut faire mal. Voir le visage de votre tyran intérieur, comprendre combien d'années vous avez vécu sous son règne, c'est une découverte lourde. Et la première réaction naturelle, c'est la colère, le désespoir et l'envie de détruire immédiatement cet ennemi. Mais je vais maintenant vous demander quelque chose de paradoxal. Arrêtez-vous. Et au lieu de déclarer la guerre, regardons la situation d'un point de vue totalement différent, plus élevé, du point de vue de votre âme. Nous avons donc vu l'ennemi. Nous avons nommé son nom, la Reine de Glace. Nous avons compris ses lois. Et maintenant, nous devons accomplir le renversement de sens le plus important de ce voyage. Nous devons comprendre qu'elle est venue non pour vous détruire, mais pour vous sauver. Cette douleur, cette faim émotionnelle insatiable, ce règne exténuant de la Reine de Glace, ce n'est pas votre malédiction, c'est votre plus grand don. C'est une boussole intégrée à votre âme, qui, toute votre vie, a pointé sans erreur vers l'unique point de votre psyché qui réclame désespérément guérison, croissance et transformation. Votre blessure n'est pas le signe d'un défaut. Votre blessure, c'est l'endroit par lequel la lumière tente d'entrer en vous. Les anciens alchimistes croyaient que la plus grande tâche de l'homme était de transformer le plomb, la matière basse et sombre, en or, symbole de l'intégrité et de l'esprit. Eh bien, toute votre douleur, toute cette expérience de rejet et de froideur, c'est ce plomb alchimique même que votre âme vous a confié à la naissance. Ce n'est pas une punition. C'est votre mission personnelle, votre grande œuvre, et c'est pourquoi la Reine de Glace sur votre trône intérieur n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est une invitation, c'est un défi, c'est une invitation à votre propre couronnement. L'âme vous a envoyé ce tyran non pour que vous souffriez éternellement, mais pour que, là de souffrir, vous trouviez enfin la force de faire grandir votre propre souverain intérieur, sage et bienveillant.
celui qui saura renverser la tyrannie et instaurer dans votre royaume intérieur la loi de l'amour et de l'acceptation. Ce froid n'était nécessaire que pour que vous appreniez à générer votre propre chaleur. Mais comment se produit ce couronnement? Comment renverser le tyran et établir un nouvel ordre? Il ne commence pas par une révolution dans le monde extérieur, mais par une réforme silencieuse et résolue à l'intérieur. Et nous arrivons ici au choix stratégique le plus important de votre chemin. Pendant des années, voire des décennies, vous avez instinctivement cherché la solution à l'extérieur. Vous espériez qu'un jour, votre mère réelle ou votre père comprendrait, s'excuserait et vous donnerait cette chaleur qui vous a tant manqué. Ou vous croyez que si vous trouviez la bonne personne, le partenaire idéal, son amour comblerait enfin ce vide béant. Ou vous pensiez que si vous atteigniez suffisamment de succès et de reconnaissance, les applaudissements du monde finiraient par couvrir le chuchotement de la reine de glace. Eh bien, le premier et le plus courageux pas vers la guérison, c'est de reconnaître « cette voie est une impasse ». Le chemin vers la liberté ne consiste pas à forcer votre mère réelle à changer. Elle vous a donné ce qu'elle pouvait à partir de sa propre histoire et de ses propres blessures. Le chemin ne consiste pas à transformer votre partenaire en « maman éternelle ». C'est un fardeau insupportable qui détruit toute relation, même la plus saine. Et certainement pas à accumuler assez d'approbations extérieures. C'est comme tenter de remplir un tonneau sans fond. La vraie voie va dans une direction totalement différente. Elle consiste à détrôner la reine de glace de votre trône intérieur et consciemment, jour après jour, à faire croître à sa place la bonne mère intérieure. C'est l'acte grandiose de séparation psychologique dont parlait Jung. C'est le passage de la position d'enfant « S'il vous plaît, nourrissez-moi » à la position d'adulte. J'apprendrai à me nourrir moi-même. C'est le processus d'individuation, devenir une personne entière et autosuffisante, source de sa propre chaleur et de sa propre valeur. Cela exige un immense courage. Le courage de se détourner des juges extérieurs dont vous désiriez tant l'approbation. Le courage d'arrêter d'attendre des excuses que vous ne recevrez jamais. Le courage de se tourner vers votre monde intérieur et de dire « Plus personne, à part moi, ne décidera si je mérite l'amour. Ce pouvoir m'appartient désormais. » Vous devez cesser d'être un solliciteur au trône d'autrui et monter sur le vôtre. Cela peut sembler grandiose, renverser la reine et faire grandir à sa place un nouveau souverain. Mais cette révolution intérieure ne commence pas par un acte héroïque. Elle commence par des centaines de petits actes quotidiens, conscients, de désobéissance à l'ancien régime et de loyauté envers le nouveau. C'est un travail qui demande patience et constance. Permettez-moi de vous proposer 2 premiers exercices concrets sur ce chemin. Ce ne sont pas des hacks, ce sont des rituels pour faire croître votre bonne mère intérieure. Premier exercice, nourrir l'enfant intérieur. Il ne s'agit pas simplement de se faire plaisir avec un gâteau ou d'acheter un nouvel objet. C'est une pratique de soins profond et conscient, fondée sur l'intention. Plusieurs fois par jour, surtout dans les moments de stress, de fatigue ou d'autocritique, arrêtez-vous pendant 30 secondes. Posez la main sur votre poitrine, fermez les yeux et posez-vous une question. De quoi a besoin maintenant ma partie la plus vulnérable? Mon enfant intérieur? Et écoutez la réponse. Peut-être dira-t-il « Je suis fatigué, j'ai besoin de repos ». Alors vous lui promettez de vous coucher tôt et non de veiller pour travailler. Peut-être dira-t-il « J'ai peur ». Et vous l'enlacez mentalement en disant « Je suis avec toi, nous allons y arriver ». Peut-être a-t-il besoin de silence, d'une promenade dans la nature ou simplement d'un verre d'eau. L'essentiel est de le lui donner, sans marchandage ni condition. Pas « tu te reposeras si tu finis le travail », mais tu te reposeras parce que tu es fatigué et ton état est la priorité. Chaque fois que vous agissez ainsi, vous accomplissez un acte d'amour inconditionnel envers vous-même. Vous vous nourrissez de la nourriture qui vous a tant manqué. Deuxième exercice, le journal de la bonne mère. C'est une pratique encore plus puissante. Prenez un carnet et partagez la page en 2 colonnes. Une colonne, c'est votre « moi », votre voix habituelle d'anxiété, de peur, d'autocritique. La deuxième colonne, c'est la voix de cette mère idéale, sage et bonne, que vous n'avez peut-être jamais eue, mais dont l'image, en tant qu'archétype, vit au fond de chaque âme. Et commencez un dialogue. Écrivez vos pensées réelles et douloureuses. Puis répondez-y depuis la position de cette figure intérieure sage.
Par exemple, moi. J'ai fait une erreur au travail. Maintenant, tous vont penser que je suis incompétent. Bonne mère. Ton erreur ne te définit pas. C'est juste une expérience. Ta valeur est immuable. Tu as le droit de ne pas être parfait. Moi, je suis tellement fatigué, je n'ai plus de force. Bonne mère. Bien sûr que tu es fatigué. Tu en prends tellement sur toi. Repose-toi. Le monde ne s'effondrera pas si tu prends soin de toi. Je t'autorise à te reposer. Écrivez précisément ces mots que vous avez toujours désespérément voulu entendre. Pourquoi cela fonctionne? Ce n'est pas de la magie, c'est la neuroplasticité. La voie de la reine de glace, c'est une autoroute large et bien tracée dans votre cerveau. Chaque exercice de ce type, c'est comme tracer un nouveau petit sentier dans la forêt. Au début, c'est difficile, mais plus vous l'empruntez, plus il devient large et visible, jusqu'à se transformer un jour en une nouvelle route saine. Vous allez reprogrammer littéralement votre cerveau en créant et renforçant une image intérieure nouvelle. L'image de quelqu'un qui vous aime, inconditionnellement. Ces pratiques ne sont pas de simples techniques. Ce sont des actes sacrés de retour à soi. C'est une manière de se rappeler ce que vous avez toujours su, mais oublié. Car vous devez comprendre maintenant la vérité la plus importante, la plus libératrice de tout notre voyage. Vous portez en vous à la fois la blessure et le remède. Oui, il y a dans votre âme un trône glacé et la mémoire du froid. Cette part de votre histoire est réelle, et il ne faut pas la nier. Mais à côté de ce trône, au plus profond de votre psyché, a toujours existé une autre image, celle de la bonne mère. Elle est en vous de par votre droit de naissance, comme partie de votre héritage humain universel. En vous, il n'y a pas seulement la mémoire personnelle du manque, mais aussi la capacité innée, archétypique, à une chaleur sans limite. Elle dormait simplement. Elle attendait que vous, las de chercher dehors, tourniez enfin votre attention vers elle. Toute votre vie, vous ressembliez à quelqu'un qui meurt de soif assis sur le couvercle d'un puits. Vous cherchiez l'eau partout, chez les autres, dans les accomplissements, dans l'approbation. Vous espériez que quelqu'un viendrait vous donner à boire, et la tâche principale de votre guérison, c'est de réaliser que la source que vous cherchiez partout jaillit juste sous vos pieds. Votre tâche n'est pas de trouver cette chaleur ailleurs, mais de lui permettre de naître en vous. Votre tâche n'est pas de mériter l'amour, mais d'en devenir la source pour vous-même. C'est l'acte final de la maturité. C'est le chemin vers l'intégrité. Cesser d'être l'orphelin qui cherche des parents et devenir son propre parent. Alors souvenez-vous, dans les moments où vous vous sentirez particulièrement seul, quand la voix de la reine de glace résonnera particulièrement fort, quand il vous semblera que personne au monde ne peut vous donner ce dont vous avez besoin, rappelez-vous ces mots. Vous êtes celui que vous attendiez depuis si longtemps. Nous avons parcouru un long chemin durant cette heure. Nous sommes descendus dans les caves froides de l'âme. Nous avons affronté le tyran intérieur et trouvé en nous le courage de le nommer. Nous avons vu comment la blessure de l'enfance façonne toute notre vie d'adulte. Et maintenant, à la sortie de ce labyrinthe, nous devons emporter avec nous une clé unique, la plus importante. Si l'on réduit tout notre voyage à une idée, elle sonnera ainsi. Cesser de mériter l'amour, c'est cesser d'être l'enfant qui, la main tendue, le cherche à l'extérieur, et devenir l'adulte qui, consciemment et patiemment, le crée à l'intérieur. C'est cela, la libération. C'est le changement de toute la paradigme de votre existence. C'est la déclaration de votre indépendance intérieure, personnelle. Alors laissez ces mots pénétrer en vous le plus profondément possible. Qu'ils deviennent votre nouveau symbole de foi, votre manifeste intérieur. Votre valeur n'est pas déterminée par l'approbation d'autrui. Elle ne s'obtient pas par un travail parfait. Elle ne se prouve pas par votre disponibilité. Elle ne se mesure pas au nombre de compliments. Elle est votre droit inaliénable de naissance. Votre valeur n'est pas une variable, mais une constante. Vous êtes venu au monde déjà entier, déjà digne, déjà aimé par la trame même de l'être. Tout ce qui est venu après, ce ne sont que des couches de poussière et de saleté collées sur ce diamant originel. Et votre travail n'est pas de créer le diamant, mais seulement de le nettoyer. Alors, inspirez et écoutez, vous êtes suffisant, à l'instant même, à cette seconde précise, sans aucun si.
Et lorsque cette vérité commencera à germer en vous, d'abord comme un frêle bourgeon, puis comme un arbre puissant, votre vie commencera à changer. Pas en une heure, pas par magie, mais lentement, organiquement, de l'intérieur vers l'extérieur. Imaginez simplement un instant cette vie. Imaginez que vous vous réveillez le matin sans le fardeau habituel des « il faut », que vos actes au cours de la journée ne partent pas de la peur profonde d'être rejetés, mais d'un intérêt et d'une curiosité authentique, où le travail n'est pas un moyen de prouver votre valeur, mais un champ d'expression de soi. Imaginez que le mot « non » cesse d'être pour vous synonyme de catastrophe, que vous le prononciez calmement, fermement et sans sentiment de culpabilité destructeur, simplement parce qu'il reflète votre vérité à cet instant. Imaginez que l'intimité avec un autre cesse d'être un examen à réussir avec mention. Elle devient la danse libre de deux personnes autosuffisantes où l'on peut être vulnérable sans crainte du jugement et où l'on peut être imparfait sans crainte d'être abandonné. Imaginez que le silence dans votre âme cesse d'être un vide effrayant qu'il faut d'urgence remplir de l'approbation d'autrui et devienne un espace fertile pour vos propres pensées, sentiments et créations. Imaginez une vie où vous pouvez enfin expirer, profondément jusqu'au fond des poumons. Retirez cette lourde armure invisible de la bonne personne. Redressez les épaules et simplement être, ne pas jouer un rôle, ne pas correspondre aux attentes, juste être vous-même. C'est la liberté à laquelle votre âme vous appelle. Ce chemin ne sera ni rapide ni facile. Mais aujourd'hui, vous avez fait le premier pas, le plus important. Vous avez regardé votre ombre en face, et je veux vous remercier de tout cœur pour cela. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Merci pour votre temps, votre attention, votre confiance. Il faut un vrai courage, ne pas détourner le regard, ne pas fermer la vidéo, mais rester et regarder dans les recoins les plus froids et douloureux de votre âme. Ce n'est pas un travail pour tout le monde. En faisant cela, vous avez cessé d'être simplement un spectateur. Vous avez rejoint une communauté invisible, mais réelle. Une communauté de ceux qui ont choisi la voie difficile, mais infiniment noble, vers l'intégrité. Une communauté de chercheurs qui comprennent que les découvertes les plus importantes se font non dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Regardez les commentaires sous cette vidéo. Vous y verrez des personnes comme vous, des explorateurs tout aussi courageux. Vous n'êtes plus seul dans votre quête. Bienvenue. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Et pour que nous puissions continuer ces conversations importantes, pour continuer à explorer ensemble ce paysage intérieur, je veux vous inviter à devenir un participant régulier de ces expéditions. Si ce voyage d'1 heure a été précieux pour vous, si vous avez senti qu'on parle ici le langage de votre âme, alors je vous invite à vous abonner et à poursuivre ce chemin avec nous. Cette chaîne n'est pas juste un ensemble de vidéos. Nous la voyons comme un bureau cartographique pour les explorateurs du monde intérieur. Chaque vidéo ici, c'est un fragment de carte de plus, un outil de navigation supplémentaire pour les territoires les plus importants et les plus inexplorés. Les territoires de votre âme. Nous parlerons de l'ombre, de la persona, du chemin vers le soi, de toutes ces grandes forces qui forment votre destin. Pour ne pas manquer notre prochaine conversation profonde, notre prochaine étape commune, appuyez sur la cloche. Ainsi, vous serez sûr que l'invitation à un nouveau voyage vous parviendra. Et pour finir, je veux vous laisser une pensée. Qu'elle devienne votre lumière guide les jours où les vieilles habitudes et les voies du passé tenteront de vous tirer en arrière, vers la prison familière. Qu'elle soit votre permission pour la liberté. Souvenez-vous, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être commode. Vous êtes venu pour être vous-même. À la prochaine rencontre dans les profondeurs.